Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas de regard philosophique, comme vous, mais c'est une approche journalistique. Et c'est surtout le regard d'une citoyenne tunisienne en souffrance, comme mes amis, mes complices, comme tu le dis si bien. En souffrance parce que on voit le potentiel que nous avons. On le voit, on le vit, on le ressent, on le sent, on le partage. Mais on voit le niveau de manque d'investissement et de manque d'impact de ce potentiel. Donc le concept balade solidaire est né pendant au fur et à mesure que vous allez voir des portraits en fait, de femmes, de ces femmes-là dont on parle. C'est un hommage, en fait, toute notre action est un hommage aux femmes de ce pays qui font beaucoup pour leur mère, pour leurs enfants, pour le pays de façon générale. Le concept est né donc juste après Covid, parce que pendant l'immobilisme de la planète, on a réalisé que au titre du développement de la science, l'homme en est arrivé à créer des virus, à tuer. Et c'était un moment très difficile où il a fallu réfléchir et se poser la question, on va où? Le monde va aller où? Je me rappelle le moment où j'ouvrais ma fenêtre sur une grande artère à la banlieue de Tunis et rien ne bougeait. À Tunis, c'était long, les gens ne sortaient pas, vous vous rappelez l'épisode Covid. Et cet immobilisme et ce moment où la nature a repris le dessus, où il y avait moins de pollution, où les gens réfléchissaient, on s'est dit où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut faire surtout à ce moment précis. Est-ce qu'on va continuer après Covid à vivre comme on a vécu toujours le train-train quotidien ou est-ce qu'il va falloir peut-être corriger un petit peu nos parcours? Et c'est de cette réflexion-là qu'est née, qu'a été conceptualisée l'idée des balades solidaires qui consisterait à ne plus rester inactif, à agir. Et je pense que là, on a commencé à tenir un point, notre point. Et c'est là que je pense qu'on se rejoint un petit peu, on vous ressemble un tout petit peu. Dans le sens où tenir son point ou son parcours, sa ligne, et se dire, voilà, maintenant c'est ce chemin que je veux parcourir. Et ce changement, je veux être dedans. Nous voulons être initiatrices de ce changement. Tout petit, c'est une goutte dans un océan, mais quand même, c'est notre engagement, nous, femmes, citoyennes, tunisiennes, filles de la génération de Bourguiba. On s'est senti redevable, parce que nous, ma génération, a appris pas mal de ce pays. Nous avons appris, nous avons eu des familles ouvertes, émancipées, et nous avons eu la chance de connaître une belle Tunisie. Ce n'est pas le cas pour nos enfants. Nos enfants, si on ne les a pas mis dans des écoles privées, des écoles françaises, en milieu citadin, ils n'auront rien vu, surtout la dernière période j'ai du mal à dire révolution, mais depuis 2011, nos enfants ne vivent pas grand-chose. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là de réflexion et de remise en question de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait et de ce que nous pourrions faire, accomplir. C'est de là que a commencé le concept. Donc une fois le concept mis noir sur blanc, le deuxième volet c'était de trouver qui va porter cette idée. Ce n'est plus une idée en fait, mais l'individu, à mon sens, n'est pas capable de mener des projets là où il faut. Donc il a fallu constituer une équipe, et pour cette équipe-là, j'ai fait comme un casting, et j'étais très confiante parce que j'ai choisi de belles personnes. Monia Lega, Elsa Bella, nous sommes une dizaine de femmes, et nous sommes partis ensemble pour réfléchir à ça et pour se dire, allez, on y va. Voilà. Ça, c'était juste pour vous expliquer la conceptualisation de l'idée au départ. Après, le travail à faire, c'était, et c'est toujours, un travail de terrain. En fait, c'est un repérage en milieu rural de femmes,
de profils très spéciaux et très spécifiques. Depuis 2020, on sillonne la Tunisie. On va au nord, on va au sud, c'est au gré de nos envies en fait. Et puis il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'obligation. On a une liberté totale. On peut prendre la carte et dire ça, 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 ça. On a ce plaisir aussi. Parce que c'est vrai que nous sommes des citoyennes en souffrance, mais nous sommes aussi des citoyennes qui sommes heureuses de notre action et qui sommes dans un groupe d'amitié, de rire, de larmes parfois, mais d'émotions et pas de tristesse. Et je pense que lutter contre la souffrance, ça passe par l'action. Donc à partir du moment où on a commencé à agir, à bouger, à avoir le petit impact que nous avons eu, c'est quelque part un bonheur pour nous. Et j'espère que c'est aussi un bonheur pour toutes ces femmes que nous avons côtoyées, partagées avec elles de beaux moments. Donc partir dans un village et faire une sélection entre, c'est pas un joli mot, mais approcher les femmes, des mamans, des jeunes filles, des personnes âgées, les approcher, essayer de connaître leur manière de vivre, leur façon de voir les choses, de connaître et de comprendre à travers elles leur place dans ce foyer, leur place dans le village, leur place dans la grande famille, et à travers ces petits échanges, voir le degré de force que ces femmes ont. Parce que c'est ça en fait. On s'est dit, on ne va pas approcher ni bâtir sur des profils qui n'ont pas la force pour continuer par la suite. Et donc à partir du moment où on trouvait un trésor humain, qui sont souvent des femmes très simples, mais admirables et adorables, mais où il y a cette force et cette résilience. Généralement, c'est des femmes qui ont souffert, qui sont passées par des vexations, qui ont été brimées, qui ont été effacées, qui ont été violentées, battues, tout ce que vous voulez, mais qui sont toujours là. Elles sont toujours debout. Elles ont toutes trébuché, mais elles sont de nouveau, elles sont debout parce qu'il y a les enfants, le mari, la maman, le papa, la terre. Et justement, on est parti dans cette optique de choisir des femmes qui sont très proches de la terre. Donc c'est les agricultrices en premier, parce que c'est les nourricières, et elles ont ce rapport à la terre, avec la culture, avec l'agriculture, avec... Merci pour le livre et pour l'olive. On est très proche aussi de l'olive. J'ai adoré ce que vous avez dit, vous avez sublimé l'olive, et c'est tellement bon ce fruit. Et donc, au travers de ces entretiens qu'on a eu avec les femmes, on a essayé de sortir par village ou par petite ville une dizaine de profils. Et c'est généralement des femmes qui ont des mini-projets, micro-projets, ou bien qui ont un rêve de devenir entrepreneur un jour. Après se fait donc cette sélection et on part dans une série de formations. Alors les formations, elles sont diverses. En fait, ce que j'ai du mal à vous dire et ce que j'ai écrit mais que j'ai omis de lire, c'est que la réflexion est aussi partie de ma propre expérience. Quand moi, j'ai vécu à l'échec. C'est pour ça que tu dis en 2020, personnellement, j'ai vécu l'échec de ma propre entreprise et il fallait que j'arrête parce que ça ne pouvait plus continuer après la révolution, après les grèves, après les sabotages, après un syndicat qui est devenu comme un ogre en Tunisie. Moi, j'ai dû fermer mes 3 usines. J'étais leader du meuble pour enfants en Tunisie. J'avais une marque connue et j'ai dû fermer. Et justement, il fallait que je fasse le parallèle. 6 mois, citadine, diplômée, avec un réseau de connaissances, un réseau d'amis, avec une famille extraordinaire, très puissante, j'ai quand même connu l'échec. Alors, que dire de ces femmes que personne ne voit, personne ne connaît, qui ne parlent pas parce qu'elles ne peuvent pas parler, mais parce qu'on leur a inculqué le fait de subir. Elles subissent les coups, elles subissent la maltraitance, elles subissent l'ignorance, elles ont subi des atrocités, mais elles sont silencieuses et elles sont résilientes surtout. Donc on est parti
développer pour les former, pour en fait perfectionner ce noyau qu'elles ont, qui est leur force et leur rapport à la terre. Donc les formations, elles sont diverses, elles sont parties, on est parti sur l'entrepreneuriat, comment compter, parce qu'une agricultrice, elle peut travailler son champ, mais elle ne sait pas forcément vendre, elle ne sait pas calculer les coûts que ça lui coûte, elle ne peut pas déterminer le bon prix de son produit, elle peut surtaxer comme elle peut généralement malheureusement brader son produit parce que pour elle il faut absolument vendre et nourrir les enfants. Donc c'était l'entrepreneuriat, c'était aussi un volet très important qui est toujours le coaching et le développement personnel pour dire à ces femmes-là, vous avez l'essentiel. Et d'ailleurs dans nos entretiens, très souvent, elles nous disent, et c'est une phrase qui revient très souvent, moi je n'ai pas été scolarisée. Et elles vivent ça comme un handicap, en fait. Et elles pensent que si elles n'ont pas été à l'école, elles ne sont rien. Et en plus, elles n'ont pas d'argent. Donc ça renforce le sentiment qu'elles, c'est le rien. Les femmes en milieu rural, généralement, elles se déprécient et elles ont un regard sur elles-mêmes très négatif. C'est pratiquement le rien. Voilà. Et donc nous, on a essayé de travailler sur la valorisation de ces êtres et de ces personnes qui détiennent pourtant, j'ai envie de dire tout, parce qu'au fait, qu'est-ce qu'elles détiennent ces femmes? Elles détiennent notre mémoire, la mémoire collective, émézir, andalouse, ottomane et toutes les civilisations qui sont passées sur cette terre. Ces femmes-là les détiennent dans des gestes tout simples. Le tissage, la poterie, l'art culinaire, la cuisine. Elles détiennent dans leur loi, dans leur mémoire, de façon, c'est un apprentissage de petite fille auprès de la grand-mère ou de la mère, la mémoire visuelle et la mémoire collective qu'elles ont, elles résument, en fait, nos patrimoines. Et on leur dit, on leur répète, sans arrêt, sans vous, tout ce que nous avons appris à l'école, il n'est pas enraciné ici. Il n'y a pas de source. Et vous êtes notre source. Vous êtes nos ressources aussi, puisque l'agricultrice, forcément. Vous êtes notre force et vous détenez notre patrimoine, vous détenez nos mémoires multiples et culturelles superposées. Et donc le coaching essaie de redonner confiance à ces femmes, si ce n'est donner confiance parce qu'elles n'ont jamais eu cette confiance. Aussi, on essaie de leur montrer la place qu'elles occupent réellement et objectivement, parce qu'elles sont dans une subjectivité imposée. Se sentir inférieur au mari, alors que le mari se lève le matin, pas très tôt d'ailleurs, il va au café, il prend son café, il joue aux cartes, il fume, il rigole, il se balade, il travaille occasionnellement. Par contre, elle se lève à l'aube, elle va au champ, elle rentre, elle prépare à manger. Elle prépare à manger aux enfants, au mari, à la belle-mère. Elle traite la vache, elle s'occupe du poulailler, elle donne à manger aux poules. Elle transforme le blé, elle fait sécher les tomates, elle presse ses olives, elle change ses ruches de place. Elle mousse ses épices. Au fait, c'est le pilier, bizarrement et incroyablement, le pilier du foyer, de la maison, du village, du pays, il est dénigré. C'est pour ça que je disais citoyenne en souffrance. Elle est dénigrée alors qu'elle détient tout, elle ne le sait pas elle-même, elle l'ignore. Et c'est extraordinaire de voir à quel point le pouvoir de l'homme dans certains milieux ruraux. Cette capacité qu'il a de rabaisser la femme alors qu'elle le fait vivre. Elle lui donne la vie d'abord. Et puis elle le fait vivre. Et malgré tout, elle est dénigrée, rabaissée. Et elle accepte. Ce qui nous révolte, c'est qu'elle l'a accepté. Ça, c'est fort de faire admettre à une femme qu'elle est inférieure alors qu'elle fait tout pour vous. Entre autres
formation, par rapport par exemple aux femmes qui travaillent dans le tissage, on a essayé de valoriser toute la chaîne de valeur et de dire, et ça c'est un côté où Monia a été très forte, leur dire, au lieu d'acheter la laine dans une mercerie, parce que ça arrive de Chine ou ça arrive de Turquie, vous avez la brebis de Tibar. Il faut vraiment absolument utiliser notre propre laine. Ça donne de la valeur aux produits. Et donc là, on les a accompagnés avec des designers. Et avec ce concept de produit, d'une chaîne de valeur entière, que le produit soit local à 100%. On a au passage évidemment essayé de valoriser le Made in Tunisia et de donner de la valeur à ces produits qui, au fil des temps, on les regarde de façon hautaine. Ce n'est pas de l'importation, malheureusement. On a souvent entendu cette phrase. Mais là, depuis 2016, je pense qu'il y a un mouvement de réappropriation de notre patrimoine, de notre Made in Tunisia. Et donc, avec nos bénéficiaires, parce que c'est comme ça qu'on va les appeler, nos bénéficiaires, il y a eu une série de formations. Aussi, on a essayé de travailler sur le marketing digital pour celles qui ont déjà mis en place une patente, un mini-projet, une idée, un atelier, parce que c'est un milieu où il ne passe pas beaucoup de gens, il n'y a pas vraiment de marché. Il y a où le marché hebdomadaire, ou les foires et les salons, et ça, il faut aller à la capitale ou dans les grandes villes. Et c'est un parcours du combattant pour arriver à exposer dans une foire ou un salon dans les grandes villes. Donc, ça pour les formations. Aussi, il y a les normes d'hygiène, parce que quand elles préparent de la tomate séchée, quand elles font de la coriandre moulue, quand elles font de la lissa, notre fameuse lissa, il faut qu'elles sachent comment manipuler ces produits, dans quel environnement, dans quel cadre, il faut qu'elles respectent les normes d'hygiène. Et aussi les profils qu'on a essayé d'approcher, de toucher, d'accompagner, ça c'est centré sur l'artisan du terroir, l'artisan des arts de la table. Corrigez-moi si je me trompe, les filles, si j'oublie. Et ces profils-là, on s'est dit, dans un petit village, il n'y a pas de gens, justement, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'acheteurs. Donc, au début de la réflexion, il a fallu créer un triangle entre toutes ces femmes qui produisent dans des petits villages, qui produisent de belles choses, à qui il manque un tout petit quelque chose, en fait, comme l'intervention du designer, et toutes ces femmes, où est-ce qu'elles peuvent vendre sans se déplacer, tout en restant fixées chez elles, sans venir en ville. Et la solution, c'est en fait le gîte rural du village, ou la maison d'hôte du village, ou la table d'hôte du village. Parce que c'est là, c'est le point où les gens peuvent venir. Par exemple, on va parler merci. On va parler par exemple de Babouche. Babouche est un village du nord-ouest de Tunisie, à 5 minutes de Haïna. À Babouche, il y a une table, entre la table d'hôte et le gîte rural. Et c'est un point où les gens viennent. Donc, on a aussi focalisé sur ces structures de tourisme alternatifs et durables pour les valoriser, pour en parler, pour les médiatiser, pour faire la promotion de ces lieux, tout en les connectant aux femmes du village. Parce que c'est cette synergie qui peut être salvatrice pour les petits projets de micro-projets. Parce qu'il faut avoir un lieu où les gens arrivent pour acheter. Et ce qu'on vise essentiellement, c'est l'autonomisation financière de ces femmes qui ne passent que par la vente, la commercialisation de leurs produits. Donc voilà, une fois accompagnés en termes de perfectionnement du produit, on a essayé de les intégrer, de les introduire auprès des propriétaires des structures de tourisme alternatives et durables. Et franchement, ça a été bien accueilli. Bien accueilli parce que c'est gagnant-gagnant. Parce qu'une maison d'hôte, voilà, un gîte rural à Babouche, a tout intérêt à dire à ses visiteurs, nous sommes au cœur de l'économie sociale et solidaire, nous soutenons les femmes qui sont autour de nous.
Il n'y a pas d'empreinte carbone parce qu'on ne va pas à Tunis acheter notre Renessa. Notre Renessa, elle est faite par la voisine ici. Notre tasse, notre assiette, elle est faite par la potière Nawa de England. C'est cette synergie-là qu'on a imaginée pour que les projets, les micro-projets, pour que ces femmes devenues entrepreneurs puissent perdurer, que le projet soit durable. Pour la durabilité, donc, on a connecté l'artisanat, l'art de la terre, avec le tourisme alternatif et durable. Ça, c'est la base de la réflexion. Donner un marché, donner une commercialisation dans les parages à ces femmes que nous avons accompagnées depuis 2020 à ce jour. J'aimerais vous parler de quelques femmes envers qui j'ai énormément d'admiration. Et en fait, il y a une relation d'amour, monsieur, qui avait parlé d'amour. J'avais du mal à parler après vous, parce qu'après une thématique comme l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire qui accroche l'attention? Il y a beaucoup d'amour dans cette approche, dans cette initiative citoyenne. Donc, je vais vous parler de 3 femmes. C'est pas évident de choisir parmi, je pense, la centaine de femmes qu'on a eu le bonheur et la chance d'accompagner. On va parler de Hanen, si tu veux bien, ça. Hanen, c'est l'article. En fait, c'est un article journalistique, c'est un portrait journalistique qui est paru sur le site du Programme alimentaire mondial. On va regarder 2 minutes. عندي حلم اللي ننجح انا ونساند معايا والبروجي اللي نخدموا فيه والعلا اللي نخدموا فيها واللي معروفه اللي نعتقد كلك تعرفوا الاسم بتاعنا الانترنت. Alors Hanen, c'est un sacré personnage. Je pense qu'elle est une des femmes qui résume le mot résilience. Toutes ces souffrances, elle les a mis à contribution économique européenne. Appuyez sur un bouton. Non? C'est celui-là? C'est bon, maintenant? Le fil. Vas-y. Là, vous m'entendez? Non. Je m'entends, mais c'est bon. Là, c'est ouvert. Voilà. Ouais. Donc, Hanen est une jeune femme de Nefsa, de Shtepa, dans la ville de Béja. C'est au nord de la Tunisie. Et c'est une femme, je pense que vous avez lu son histoire, c'est pas la peine que je revienne dessus. Je pense qu'elle symbolise la résilience. Parce qu'après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a subi, elle n'a pas baissé les bras. Elle ne s'est jamais dit stop, je suis fatiguée. Non, jamais. C'est une battante. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regroupé ses voisines, ses cousines qui sont dans la même condition qu'elle, et elle
elle leur a dit, venez, on va travailler ensemble. On va constituer un mouvement agricole à GDA. Et le mouvement agricole de Hanen, qui a commencé là, c'était fini en 2022. On a une nouvelle capsule sur Hanen cette année, qui est en cours de montage. Aujourd'hui, Hanen est accompagnée par une vingtaine de femmes. La dizaine s'est multipliée en fait, elle a doublé. Aujourd'hui, il s'agit de 20 femmes. Et le projet aujourd'hui a donné un produit, une marque. Aujourd'hui, elle a une marque qui s'appelle Ketanet. Ketanet, c'est le nom d'un petit village. Elle travaille sur l'agriculture d'un fruit qui est le kaki, le kéma. Elle valorise ce fruit, elles en font des confitures, elles en faisaient des confitures. Et là, dernièrement, on a fait des formations pour qu'elles produisent aussi la pâte de fruits, les jus, les rolls de fruits. On espère vendre sous forme de chips aux élèves d'une cantine scolaire qui est collée au local du GDA. En fait, l'évolution avec Hanen, c'est que cette année, avec le programme alimentaire mondial, on va appeler l'Office des œuvres scolaires, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, à accepter d'acheter une partie de ces collations froides pour les cantines scolaires des villages auprès de ces familles. Ça a été long comme procédure, mais on a fini par avoir l'accord du ministère de l'Éducation pour qu'une partie, un pourcentage de ces achats qu'ils font auprès de grossistes, auprès d'hypermarchés et tout, une petite partie va être achetée auprès de ces femmes-là. Et nous, on a présenté Hanen comme solution parce qu'elle est juste à côté d'une école primaire qui donne une collation. Et souvent, la collation n'arrive pas souvent. Sur toute l'année scolaire 2023-2024, le directeur d'école m'a dit un seul jour, nous avons reçu la collation froide, qui est une obligation pour les élèves, qui est une obligation parce qu'ils viennent de loin et ils doivent manger au moins une collation par jour. Un seul jour, sur toute l'année scolaire, ils ont eu la collation froide, la lonja en arabe. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de véhicules pour transporter, pour ramener la fameuse collation froide. Et donc, avec le ministère de l'Éducation et le programme alimentaire mondial, on a présenté cette solution que les femmes qui sont là et qui sont productives et qui ont un produit, on va encore les former précisément dans ça, sur un menu d'ailleurs établi par les balades et par la nutritionniste du femmes, pour que la collation soit fabriquée juste là. Localement aussi, on ne va pas ramener ni de carton, ni de artisan, ni de l'épicier du quartier, parce que jusque-là, les enfants, on leur donnait une boîte de jus industrielle bourrée de sucre et de produits chimiques, et une tranche de cake sec. C'est mort, il n'y a rien. Bref, donc Hanen, et j'adore la phrase qui est dit à la fin, je rêve, moi et les femmes qui sont avec moi, de faire connaître notre marque et de vendre notre produit et qu'il soit connu. Cette petite phrase où elle dit, bon, en tunisien, la structuration de la phrase elle est inversée, mais sinon elle aurait dit, avec les femmes qui m'accompagnent, j'espère réussir. C'est aussi cette volonté, cette décision de ne pas être centrée sur la personne, sur soi-même, mais elle est dans une approche participative avec ses complices, ses camarades de travail et de combat. Elles sont ensemble et aujourd'hui, je suis fière de dire que Hanen, cette petite fille dont vous lirez l'histoire, cette petite fille aujourd'hui, elle collabore avec les Nations Unies à travers le programme alimentaire mondial et elle fournit bientôt la collation de l'école primaire qui est juste à côté de chez elle. Voilà, ça c'est l'histoire de notre Hanen Louefia, une grande dame, aujourd'hui présidente d'un GDA, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est elle, le pilier de sa famille, mais c'est un pilier reconnu aujourd'hui. Et c'est une revanche pour elle, pour nous. Hanen n'est plus la petite fille battue par les frères et tout le quartier s'il fallait, pour l'éduquer, entre guillemets. Aujourd'hui, elle est connue, elle est un peu célèbre, elle est adulée, elle est très, très, très respectée par son mari, par toute la famille, par son père, par son... Ah, pour
a les deux frères qui l'avaient battue quand elle était petite, ils travaillent chez Alain aujourd'hui. En face à nous, là, si tu veux bien. Khmir, c'est la 2, je pense. La numéro 2. Non, pas la numéro 6, mais la numéro 2. On nous l'a parlé. Noura Mimi est une maîtresse d'école à la base, à Babouche, 5 minutes de Haïdar. Et il y a beaucoup de similitudes avec l'histoire de Salem, sauf que Noura, elle est atteinte de sclérose en plaques. Mais si elle ne le dit pas, on ne le saura jamais, on ne le soupçonne même pas, tellement elle donne une impression de force. Mais effectivement, ce n'est pas qu'une impression, elle est très forte. Noura, elle est arrivée grâce à sa volonté, à sa décision justement de rassembler les femmes de son village. Elle est arrivée à constituer, à créer un groupement agricole, puis une association et puis une société mutuelle. Et c'est ça. Aujourd'hui, Noura, à part les produits du terroir, elle fait aussi, tout ce qui est palme, la distillation des plantes aromatiques et médicinales. Elles font aussi l'extraction des huiles essentielles de toutes les baies et les plantes de la montagne et de la forêt, de Haïdar, de Babouche aussi. Et le dernier développement qu'elles ont pu accomplir, c'est un gîte rural. C'est un gîte rural sous forme de chalet, il y a 3 chalets. Là, elle est dans sa ferme, ça c'était en 2022, et aujourd'hui, il y a un espace pour les campeurs. Et il y a 3 chalets en bois où le visiteur peut vivre l'expérience rurale complète, c'est-à-dire qu'il peut cueillir ses légumes, préparer son dîner, sa tisane, se promener, sentir, mettre la main à la terre, planter, vivre toutes les expériences de randonnée aussi. C'est une forêt, c'est une montagne, la zone est très riche. Nous, au départ, quand elle a démarré en 2021, elle avait beaucoup de problèmes avec les hommes du village qui venaient lui dire ne t'approche plus de ma femme, je ne lui parle même plus, mais qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Aujourd'hui, en 2024, c'est les hommes qui viennent demander à Noura est-ce qu'il n'y aurait pas une place, est-ce que ma femme ne pourrait pas intégrer la SNSA ou le GVA? Est-ce que l'association ne pourrait pas faire ceci, cela? Tous les équipements que vous avez vus, ce sont des programmes d'accompagnement qui les ont fournis à cette SNSA, c'est-à-dire Société Mutuelle de Services Agricoles. Voilà. Noura a beaucoup donné à son petit village d'Embauche. Aujourd'hui, il y a une richesse financière dans ce village. Les femmes deviennent autonomes. Il y a des femmes dans cette SNSA qui ont dit texto l'année dernière, c'est la première fois de la vie de mes enfants où c'est moi qui choisis le cartable et le tablier. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a gagné l'argent pour acheter le cartable et le tablier de sa fille. Ensuite, vous savez, après 2011, les chiffres de déscolarisation des petites filles notamment étaient scandaleux. Et on a eu des milliers de filles qui ont été déscolarisées à cause de beaucoup d'autres raisons, mais aussi à cause du manque d'argent dans les foyers. Et donc aujourd'hui, voir les femmes pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et surtout acheter le cahier, le manuel scolaire, le tablier, le cartable, c'est très important. Et ça renforce les femmes dans leur famille, dans leur village, dans leur quartier. Ce que Noura a de spécial, c'est qu'elle est rassembleuse, elle n'est pas égocentrique du tout, elle est d'une humilité extraordinaire, elle se donne, elle donne beaucoup, elle est dans un altruisme exceptionnel et on a énormément d'admiration et de vénération pour cette dame. Je pense que ni le gouverneur, ni le gouvernement d'ailleurs, n'a fait la moitié de ce que Noura a pu faire pour son village en 4 ans. Noura a 2 filles et une de ses filles est docteur en marketing. La deuxième fait un master, je pense. Et là, on est en cours aussi de formation d'une 50aine de femmes
une école d'enfants de milieux défavorisés dans ce village. Nous, là aussi, va produire la collation froide pour l'école qui n'est pas loin du local de la SNSA. Donc je pense que c'est une fierté aussi pour la Tunisie qu'une simple citoyenne soit capable de créer une richesse au niveau de tout un village. Et j'espère qu'elle passera à une échelle encore. Ah, autre chose, Nola a pu produire une farine sans gluten. Et elle a pu exporter en 2023, Nola et sa SNSA ont exporté l'huile de pistachier de Lentisque, qui est la baie de ce village. Elle a pu l'exporter. Et ça, c'est son génie à elle, cette dame, qui a fait qu'elle ait la force de résister, de rassembler. C'est une leader née, cette dame. Voilà, ça c'était l'histoire de Noula Babouche, nord-ouest de la Tunisie. Une fierté pour mon pays, une fierté pour moi. On passe au sud, à Tamazout. Son balade solidaire s'appelle Balade culinaire et il est basé sur le patrimoine culinaire de chaque région où on a été. La dernière capsule, elle vous a montré une jeune femme qui s'appelle, en amazigh, Erinès. Erinès, en amazigh, veut dire la fleur qui pousse sur le sommet des montagnes. Seulement, quand les parents de Erinès ont voulu inscrire leur fille sur l'état civil, la municipalité avait refusé, ils ont dû l'appeler Kampfer. Mais elle aime dire, moi, normalement, je m'appellerai Erinès. Et pour nous, c'est Erinès. Donc, comme le prénom désiré par les parents l'indique, la fleur qui pousse sur les sommets, Erinès est une jeune femme qui vivait à Tunis, d'origine du sud, de ce village de Tamazout. Et un beau jour, elle a décidé de quitter Tunis, de quitter son travail. Elle travaillait dans une banque. Et elle s'est dit, moi je vais retourner dans le village de mes ancêtres. C'est un village amazigh abandonné. Le village, il n'y a personne dans ce village, sauf le café des grands-pères de Erinès, qui lui est situé sur le sommet de la colline de Tamazout. Donc elle est revenue dans son village, elle a ouvert le café de ses ancêtres, qui était fermé pendant des décennies, et c'est devenu aujourd'hui une destination dans ce village. C'est-à-dire que quand vous allez à Tamazout, il y a une maison d'hôtes, il y a un musée berbère qui est juste en dessous de son café, et il y a Kampfer. Et ce trio a créé une belle synergie dans le village. Aujourd'hui, on fait escale à Tamazout pour boire le thé aux herbes de la montagne de Erinès, pour manger la corne de gazelle, une pâtisserie typique du village. Et pourquoi le choix de cette capsule? Parce que, en termes de destination touristique, les femmes aussi ont eu beaucoup d'impact dans ce tourisme nouveau, innovant, le tourisme durable, le tourisme alternatif. Il n'y a pas que les hôtels, on ne doit pas venir en Tunisie pour le soleil, pour les plages, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à découvrir chez nous que ça. Il y a ce patrimoine, il y a ces vécus, ces expériences à vivre avec les gens locaux. Et sous ce café, en dessous de ce café, sur la colline, typiquement d'ailleurs architecturalement amazigh, il y a un monsieur qui a ouvert un musée. Et quand on est entré chez il s'appelle Mojibouras, quand on est entré dans le musée, on se sentait quelque part arabe. En sortant de chez lui, moi j'étais complètement et à 100% amazigh. Tellement il nous a raconté notre amazighité, si je peux me permettre, et l'ingéniosité qu'ils avaient à construire en termes d'architecture, en termes de conditionnement de leur provision et tout. Voilà, alors il y a une histoire qu'on n'a pas filmée malheureusement, mais que je vais brièvement vous raconter. C'est lorsqu'on était en route vers Tamazout qu'on a traversé, à partir de Gabès, on a traversé la ville de Matmata. Et on était sur la route et on voit une belle tente amazigh. Elle est faite en poil de chameau avec des belles rayures. Et bizarrement, la tente était là. Il n'y avait personne, on était en plein désert. Il y avait juste une route qui traversait le désert. Et on voit cette belle tente. Donc,
prendre des photos. Et là, il y a une silhouette qui émerge de nulle part. Et bon, en bonne citadine, on a eu peur, on lui a dit « Excusez-nous, est-ce qu'on peut prendre des photos ?» Elle nous dit « Arrêtez, prenez des photos, après vous venez chez moi. » Effectivement, on finit de prendre les photos, après on descend, parce que c'est une maison troglodyte. Donc il y avait comme un tunnel au niveau du sol, il n'y a rien, mais la maison elle est creusée en pleine, elle est creusée dans la montagne. Et donc on arrive par un petit tunnel et après on voit le ciel en haut, parce qu'il y a un grand patio. La dame nous dit Tfarlo, asseyez-vous, prenez place, faites comme chez vous. Après elle disparaît. Elle disparaît, on est assises toutes les trois, on se regarde. Elle est partie où? Est-ce qu'elle est passée? C'est peut-être une vision quelque part. Elle revient 10 minutes après avec une... Vous connaissez les tables basses tunisiennes, la mida? Elle revient avec une mida, et dessus il y a une théière, il y a un panier avec du pain, tabouna, il y avait du miel, des olives et de l'huile d'olive. Elle pose la mida, la table basse, devant nous, et elle nous dit Fablo. Alors, pourquoi je vous raconte ça? La dame ne nous connaît pas, elle ne nous a jamais vus. Elle ne sait pas pourquoi on était là, et nous on était juste de passage. Et elle nous invite chez elle, et elle fait revivre en nous ce patrimoine de l'art inné de recevoir, cette hospitalité innée, spontanée, sans aucune attente. On s'assoit, bien sûr, on commence à goûter l'huile et tout, et on parle, et parmi l'équipe, il y a Rige Jotraoui, qui est notre secrétaire général, qui est médecin, et on commence à parler, et on dit j'ai mal, je pense que j'ai une sale maladie. Et bien sûr, Rige l'ausculte et lui dit, de fil en aiguille, on parle et tout, et on découvre que la dame, elle n'est pas malade, elle vit un stress intense, parce qu'elle a 3 garçons, et les 3 garçons, ils ont un seul rêve, c'est de traverser la Méditerranée illégalement. Et donc, elle nous dit, elle s'appelle Malia. Malia nous dit, tous les matins, je me lève, je vais vite regarder s'ils sont toujours là, les 3 chômeurs, un papa chômeur. Et Malia fait du tissage, elle produit, elle a des abeilles, elle a du miel, des olives, voilà. Ils vivotent un petit peu à droite et à gauche. Les garçons dorment au café pendant la journée, ils guettent un bateau qui va les emmener sur notre rive. Et la une fille, la plus jeune, la fille est la seule qui est scolarisée aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous raconte l'histoire de Malim. Ce n'est pas triste, parce que j'ai beaucoup d'espérance pour Malim. Je pense que comme elle est située sur la route, et comme elle a ce don inné de recevoir et d'accueillir et d'avoir autant d'hospitalité pour des inconnus, entre parenthèses, en repartant, on a tout fait pour payer. Hors de question de payer. Elle a dit non. Si vous payez, je perds tout ce que j'ai fait. C'est un cadeau que je vous ai fait et il n'est pas question de payer. Et donc, on a espoir qu'un jour, Malim développe une petite escale, pas une table d'hôte, c'est trop pour elle, mais avoir un gagne-pain sur la route parce qu'elle a tous les ingrédients pour réussir. Et j'espère qu'on pourra l'accompagner sur ce projet. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci.